Ma fille a crié « Papa ne m'aime plus » pendant un repas de famille. Ce qu'elle a dit ensuite a fait exploser toute la table. Je suis un homme de 39 ans, et j'ai senti la pièce rétrécir d'un coup quand ma fille a crié, au milieu des assiettes et des verres, « Papa ne m'aime plus ». On était chez mon père pour son anniversaire, table rallongée, nappes superposées, bougies plantées dans un gâteau trop sucré. Il y avait ma sœur Marie, mon beau-frère Thomas, ma belle-mère, 2 cousins, et Laura, ma femme. Tout le monde a fait ce petit mouvement ridicule où l'on lève une main sans savoir quoi toucher. Emma, 8 ans, avait les joues rouges d'effort, les yeux noirs d'enfant qui a préparé la phrase. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a ajouté, plus fort, de toute façon, c'est peut-être pas mon vrai papa. Maman a dit que des fois, les papas, c'est pas les papas. La fourchette de mon père a tinté sur son assiette comme une erreur de musique. Marie a lâché quoi, d'une voix qui n'était pas la sienne. Laura a reculé sa chaise de 2 centimètres, juste assez pour ne pas être à portée de mon regard. Emma tremblait. Elle respirait fort, comme après une course. J'ai senti mon cœur taper contre la porcelaine. J'ai dit doucement le prénom de ma fille. Elle m'a regardé avec un mélange de défi et de panique, et elle a poursuivi, parce que les enfants, quand ils commencent, ne savent pas où s'arrêter. Maman a dit que Julien comprend mieux, et que si on habite chez lui, il sera gentil. Julien. Pas un inconnu, mon ami d'avant, presque un frère, celui qui m'a aidé à monter des bibliothèques et qui pique encore des blagues sur mon café trop fort. La moitié de la table connaissait son prénom. L'autre moitié a compris au visage. Le temps a fait une boucle autour de ma gorge. J'ai entendu ma belle-mère respirer d'un coup, façon sac en papier. Je n'ai pas demandé d'explication à Emma. J'ai juste posé ma main sur la table pour ne pas renverser la carafe. Mon père a tenté un « on va couper le gâteau », réflexe d'homme qui a connu d'autres drames et qui croit qu'un couteau propre peut servir à tout. Laura s'est levée. Elle a dit qu'Emma était fatiguée, qu'elle mixait des mots. Elle a évité mes yeux. Emma a répété, d'une voix plus petite, « il m'aime plus ». Et elle a fondu en larmes, la tête dans les mains. Le repas avait basculé. Tout ce qui était prévu, la bougie de plus, la photo dehors, la blague sur le cholestérol avaient quitté la table comme des invités vexés. J'ai pris Emma contre moi. Elle s'est raidie une seconde, puis elle s'est laissée faire, les épaules secouées. Sa tête sentait la pomme. Je l'ai bercée sans parler. J'avais envie de hurler, pas contre elle, contre la phrase qui avait été mise dans sa bouche et qui allait me coller à la peau pendant des années. Ce n'était pas sorti de nulle part. Depuis des semaines, Emma posait des questions qu'elle ne posait pas avant. Pourquoi tu travailles tard? Pourquoi tu ne souris pas le matin? Pourquoi tu ne dis pas que maman est jolie? Des phrases qu'un enfant peut dire. Et puis des formulations plus bizarres, si on déménage, tu viendras nous voir, ou Julien a un grand canapé, toi aussi? J'avais enregistré sans vouloir assembler. J'avais cru à des jeux. Je m'étais dit que Laura parlait trop devant elle, des banalités qui débordent. Je m'étais trompé. Le flashback qui me brûle encore, c'est un mardi soir, 2 semaines avant l'anniversaire de mon père. J'étais rentré plus tard que prévu. Le salon sentait l'encens. Emma dessinait des maisons. Laura rangeait des vêtements dans un sac de sport. Elle a dit qu'elle avait besoin de respirer 2 nuits chez Sophie, notre voisine et sa confidente de toujours, que je devais laisser les émotions passer. Elle a ajouté que j'étais trop carré et que ça fermait la maison. J'ai proposé de venir avec elle chez Sophie, même sur le pas de la porte. Elle a souri comme on sourit à un enfant qui veut monter sur un manège pour adultes. Elle a dit non. J'ai accepté, parce que j'ai été élevé avec un réflexe, ne pas retenir les gens qui veulent de l'air. Ce soir-là, Emma m'a demandé, avant de dormir, si les papas qui sont trop carrés, ça devient pas des murs. J'ai répondu la seule chose qui m'est venue, je suis une porte qui reste ouverte. Ça m'a paru joli. Ça m'a servi à rien. Retour à la table. Laura a proposé de partir pour éviter d'empoisonner l'ambiance. Ma sœur a dit il reste avec une dureté inhabituelle. Laura a posé sa main sur l'épaule d'Emma, trop fort. Emma a sursauté. J'ai dit qu'on allait rentrer et tous parler demain, chez nous, au calme. Mon père a approuvé. Il avait cet air de vieux capitaine qui a vu des tempêtes et qui sait que continuer un repas dans une mer cassée, c'est juste se renverser un peu plus. Dans l'ascenseur, Emma a demandé son aller chez Julien. Laura a répondu au non d'une voix sèche, puis a ajouté « pas maintenant ». J'ai dit qu'on rentrait à la maison. Emma a serré ma main.
Ce contact m'a traversé comme un fil électrique. Cette nuit-là, j'ai attendu que Emma s'endorme. J'ai préparé une tisane. J'ai dit à Laura que je voulais comprendre. Elle a haussé les épaules. Elle a parlé de nous comme d'un projet qui a glissé, de la routine qui avale, de mon au silence qui blesse, de ses peurs. Elle a juré qu'elle n'avait jamais dit à Emma que je n'étais pas son père. Elle a dit que peut-être elle a laissé entendre que la famille, c'est plus complexe que ce qu'on croit. J'ai demandé pourquoi le prénom de Julien avait franchi la bouche de notre fille. Elle a dit que j'avais bien compris, que c'est récent, que ça l'aide. Ça l'aide. Ce verbe m'a donné envie de casser des assiettes. Je ne suis pas tombé de très haut. Julien était là partout ces derniers temps, je passe vite récupérer une perceuse, on va courir dimanche, j'aide Laura à déplacer un buffet. J'avais même trouvé ça pratique. On se disait la frère. Les frères que l'on appelle quand il faut porter des choses lourdes. J'avais juste oublié qu'un cœur est plus léger qu'un buffet, on le déplace plus vite. Le lendemain, j'ai emmené Emma à l'école. Elle a traîné ses pieds. Elle m'a chuchoté qu'elle avait mal au ventre quand maman parle de déménager. Elle a ajouté, comme une confidence volée, maman a dit que si tu cries, c'est parce que tu sais que c'est pas toi. J'ai demandé et pas moi quoi. Elle a regardé ses chaussures. Elle a répondu, mon vrai papa. Sa voix a tremblé. Je me suis accroupi. J'ai dit que j'étais son papa, que ça ne changeait pas selon les phrases, que ça ne changerait jamais. Elle m'a regardé comme si j'étais un panneau sur la route, utile, pas rassurant. Au travail, je n'ai rien fait. J'ai tourné sur ma chaise. J'ai écrit 3 mailles vides. Le soir, j'ai appelé Marie. Elle m'a écouté sans bruit. Elle m'a dit d'arrêter de me battre contre des formulations. Elle m'a conseillé d'aller chercher du concret. Elle parlait d'un test, sans prononcer le mot. Je l'ai envoyé balader. On ne met pas un coton-tige dans la bouche d'un enfant parce que quelqu'un a prononcé peut-être. Elle a dit « je sais » et fais attention à la façon dont on t'utilise. Utilisé, je l'étais déjà. Un message a popé sur mon écran, Julien. Un paragraphe sucré où il me disait qu'il ne veut pas être source de douleur, qu'il respecte notre histoire, qu'il assumera si ça devait devenir différent. Il m'appelait frère. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas les mots pour décrire l'étrangeté de lire la compassion de celui qui avait peut-être allumé l'incendie dans la pièce d'à accent grave côté. Le soir, j'ai trouvé dans le cartable d'Emma un petit papier qu'on n'aurait pas dû lire, une consigne d'un jeu écrit 3 choses vraies sur ta famille. Emma avait écrit « Papa regarde la fenêtre quand il est triste. Maman dit qu'on est courageuse. On va peut-être vivre ailleurs. » Elle avait barré ailleurs et écrit à 2. 2. J'ai senti mon cœur tomber dans ma gorge. Je n'ai pas cherché le drame. J'ai cherché la trace. Emma a une tablette pour ses dessins. J'ai regardé dedans, honteux et sûr de moi. J'y ai trouvé des audios enregistrés. Des chansons, des histoires. Et une conversation captée par hasard, la tablette avait dû rester allumée où j'ai reconnu la voix de Laura. Elle parlait vite, basse baissée mais pas assez. À qui? Impossible de savoir. On entendait des bruits de vaisselle. Elle disait qu'Emma doit comprendre doucement, qu'elle doit intégrer que l'amour ne passe pas que par le sang. Elle a lâché un « et puis entre nous, il y a un doute depuis longtemps, tu sais très bien quand c'était compliqué avec Maxime. » Ma gorge s'est refermée. Je n'ai pas mis pause. Elle a ajouté, si ça se trouve, le doute m'aidera pour la suite. La suite. J'ai arrêté. Je me suis regardé dans la vitre de la cuisine. Je ne me suis pas reconnu. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu le matin pour parler à Laura. Elle a d'abord nié la conversation. Elle a dit que les enfants déclenchent parfois des enregistrements. J'ai répondu que justement. Elle a fini par dire qu'elle a peut-être parlé trop fort d'un doute vieux comme Emma. Elle a glissé que personne n'a jamais fait de test. Un truc en moi s'est cassé. Je n'avais jamais posé la question. Jamais. J'avais tenu Emma dans mes bras le jour 1, j'avais compté les doigts, j'avais passé des nuits à bercer. Le doute n'avait pas de place. Elle l'avait fabriqué. J'ai décidé quelque chose qui ne me ressemble pas, agir sans lui demander la permission. J'ai appelé un laboratoire privé. J'ai demandé comment on fait quand on ne veut pas faire de scène. La personne à l'autre bout a dit des mots neutres. Consentement de la mère pour un mineur. Prélèvement salivaire. Résultat en quelques jours.
J'ai refermé le téléphone. J'ai respiré. J'ai ressorti la décision. Je ne prenais pas Emma en otage. Je me libérais d'une phrase. Le repas de famille avait laissé des morceaux partout. Ma belle-mère m'a appelé en larmes le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Elle demandait un récit propre. J'avais une flaque de boue. Mon père m'a envoyé un SMS à 6h12, tu viens boire un café? Je suis passé chez lui. Il a posé 2 tasses. Il n'a pas parlé d'ADN. Il a dit, tu restes son père si le sang raconte autre chose. Je sais que c'est une phrase qu'on dit quand on n'a pas les outils. Mais je l'ai gardée. Ça tenait un peu. Le soir, Laura a dit qu'elle emmenait Emma voir une expo avec Julien et sa nièce. J'ai répondu non. Je l'ai dit avec une voix que je ne me connaissais pas. Elle a souri comme on sourit à un homme qui tente un dernier truc pour sauver sa posture. Elle a dit que je n'avais pas le droit d'empêcher Emma d'avoir des figures masculines disponibles. J'ai répété non. Elle a vu que ce n'était pas un théâtre. Elle est partie seule. Elle a claqué la porte avec un bruit de fin. Dans la nuit, un message a allumé mon téléphone. Inconnu. Juste une ligne, cesse de jouer au martyr, Laura a besoin d'air, Emma comprendra. Je n'ai pas répondu. J'ai ajouté ce numéro dans une note nommée au bruit. J'ai compris que les prochains jours seraient un concours de phrases. J'ai décidé de compter autre chose, les gestes. Le lendemain, j'ai proposé à Laura un rendez-vous chez une médiatrice familiale. Elle a soupiré. Elle a dit qu'on n'en était pas là. Je lui ai répondu qu'on y était, une enfant qui prononce vrai papa en dessert, un ami qui se colle à notre histoire, une rumeur qui enfle, un doute mis comme un tampon sur ma tête. Elle a remercié pour l'effort bureaucratique. J'ai noté l'ironie, j'étais devenu bureaucratique le jour où j'ai posé une limite. J'ai appelé Marie. Je lui ai demandé de venir avec moi chercher Emma à l'école le lendemain. Juste avoir un adulte qui me rappelle mon nom, au cas où quelqu'un essaierait encore de m'enlever des morceaux. Elle a accepté. Devant l'école, Emma a couru vers moi. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a dit, très vite, comme un devoir de poésie récité, maman dit que même si c'est pas toi, tu peux rester mon papa de cœur. J'ai senti Marie à côté de moi, solide. J'ai répondu à Emma, je suis ton papa tout court. On ne mettra pas de début et de fin à ce mot-là. Elle a hésité, puis elle a glissé sa main dans la mienne. Le soir, j'ai ouvert un tiroir que je n'ouvre jamais, celui de Laura, dans la salle de bain. Au fond, sous des cotons et un flacon sec de vernis, un sachet plastique. Une boîte. Test de paternité, prélèvement salivaire. Le kit était ouvert. 2 écouvillons manquaient. Mon ventre s'est retourné. Elle avait déjà commencé. Sans moi. Sans me le dire. Pas pour me libérer. Pour se protéger, probablement, d'un futur procès qu'elle écrirait seule. J'ai reposé la boîte. J'ai refermé le tiroir. J'ai senti ma voix partir loin. J'ai attendu Laura. Je lui ai montré la boîte sans faire de scène. Elle a dit qu'elle voulait me préserver d'une douleur inutile si ça se confirmait. Elle a ajouté qu'elle préférait être sûre avant d'en parler. Elle avait démarré sans moi une phrase dont j'étais le sujet. Je lui ai dit que le mot « préserver » ne veut rien dire quand on tient l'autre dans l'ombre. Elle a regardé ailleurs. Elle a murmuré que de toute façon, tu le sentais. J'ai pensé à toutes les nuits où je dormais comme un caillou pendant qu'elle comptait des versions. J'ai eu envie de vomir. Je ne sais pas si c'était le pire. Le pire est arrivé 2 jours plus tard, quand la médiatrice nous a reçus dans un bureau aux affiches pastel. Elle nous a fait parler. Laura a déroulé un chapitre entier sur l'amour qui change de forme. Moi, j'ai parlé d'Emma. La médiatrice a posé la question en posant son stylo, qui a dit à l'enfant que papa ne l'aime plus? Laura a répondu qu'Emma interprète. La médiatrice a levé les yeux. Ce genre de phrase ne naît pas toute seule. Et là, Laura a eu ce geste de la main qui trahit toujours, l'ongle contre le pouce, elle frotte. Elle a dit j'ai peut-être dit il n'est plus amoureux de moi et ça a glissé. Glissé. Un mot propre pour une pente sale. Je suis sorti avec un sac de viscères à la place du torse. Dans le couloir, j'ai croisé une mère et un père qui se souriaient faux. Je me suis demandé si j'étais devenu ça. Le soir, Emma a demandé si Julien vient à Noël. J'ai dit que là, tout de suite, non. Elle a dit dommage, il fait bien les crêpes. J'ai su que ce qui s'était brisé ce week-end-là ne serait pas recollé avec une seule vérité.
Il faudrait plusieurs preuves, plusieurs gestes, et une patience que je ne me connais pas encore. J'ai pris rendez-vous au labo. J'ai appelé Julien. Je lui ai dit, sans phrase de politesse, d'arrêter de fréquenter ma fille, le temps qu'on sorte du brouillard. Il a répondu que je réagis à chaud, que ça grandira mieux si je laisse l'ego de côté. Je lui ai raccroché au nez. J'ai écrit sur un papier ce que je sais, ce que je sens, ce que je tolère. Et j'ai posé le papier à côté de mon lit, comme une barrière contre ma propre envie de tout casser. Je croyais avoir découvert la grande bombe au milieu de ma table. Je n'avais que la première mèche. La véritable déflagration est arrivée 3 jours plus tard, dans le salon de mon père, avec un carton ancien qui sentait la poussière et un papier plié en 4 où ma mère morte depuis 6 ans avait écrit une phrase qui m'a mis à genoux. C'est Marie qui a trouvé le carton, au fond de la cave de mon père. On était venu chercher des vieux albums pour changer l'air d'Emma, lui montrer des photos de quand j'avais son âge, effacer un peu les dernières semaines. Dans le carton, entre des cahiers de recettes et des bulletins scolaires, une enveloppe beige, écriture reconnaissable, celle de ma mère. Devant, pour Maxime, à ouvrir si un jour on doute de sa place. Au dos, la date, presque 10 ans avant la naissance d'Emma. J'ai ouvert. La lettre disait, « Tu as été désiré à une époque où ton père et moi n'allions pas bien. Tu n'es pas une réparation, tu es une joie. Si un jour on te fait douter de ce que tu es pour les tiens, souviens-toi que les adultes trafiquent avec les mots quand ils ont peur. Toi, regarde les actes. Qui se lève la nuit, qui compte les fièvres, qui apprend les tables de multiplication, qui vient au spectacle. L'ADN est une science utile. Le lien, c'est une tenue. Je l'ai lu en entier, 3 fois, debout contre la chaudière. Pas un secret sordide. Pas une bombe généalogique. Une corde. Ma mère, qui n'aurait jamais imaginé les écouvillons en plastique et les colis discrets, me tenait au col avec des mots simples. Je n'en ai pas parlé tout de suite. J'avais autre chose à faire, le prélèvement. Emma a accepté parce que je lui ai dit la vérité, pas une version adulte édulcorée. Je lui ai dit que des phrases ont été dites, que ça fait mal au ventre, que j'ai besoin d'un papier pour couper le bruit. Je lui ai dit aussi que, papier ou pas, rien ne change entre nous. Elle m'a demandé si ça allait faire mal. Je lui ai dit non. Elle a tendu sa joue. Je me suis retenu de pleurer pour ne pas lui donner une matière de plus. La médiatrice nous a repris 2 jours après. Elle a demandé ce que nous avions mis en place. Laura a parlé d'apaisement progressif, de maison neutre chez sa sœur Sophie pour des transitions douces. J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré à la médiatrice le kit trouvé dans le tiroir. Je n'ai pas montré l'audio. J'ai juste dit, on n'a pas de terrain commun si les phrases sont des outils. La médiatrice a noté. Elle a regardé Laura. Vous allez arrêter de faire porter à votre fille des phrases d'adulte. Laura a serré les dents. Elle a dit je comprends. Elle n'a pas dit je suis désolé. Je l'ai entendu aussi. Les jours suivants ont été tendus comme des câbles. Julien a fait profil bas. Il n'a plus écrit. Mais je savais qu'il bougeait dans l'ombre, pas un complot, juste des habitudes qui résistent. Emma, elle, s'est collée à moi de manière nouvelle, pas fusion, pas peur. Une présence. On a appris une poésie, on a découpé des images, on a fait un gâteau trop salé parce que j'ai confondu les pots. Elle a ri pour la première fois depuis longtemps avec la bouche entière. J'ai vécu sur cette image comme un naufragé qui reste sur un bout de plastique. Puis est venu le jour du résultat. Mail du labo, 17h52. Sujet, analyse paternité, résultat. J'ai ouvert dans le couloir, adossé à la porte, comme si une phrase pouvait me renverser. Les mots disaient ce qu'ils disent dans ces moments-là, en pourcentage et en probabilité. Je traduis, Emma est ma fille. Sans doute, sans marge. Ma main a tremblé tellement fort que j'ai failli effacer le mail en glissant. J'ai respiré comme un coureur qui voit enfin la ligne. J'ai appelé Marie. Elle a dit juste OK, puis viens. Je suis monté chez elle. On n'a pas débouché de champagne. On a bu de l'eau. Elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai pensé à ma mère. Je l'ai remerciée à voix basse. Je n'ai pas envoyé le mail à Laura tout de suite. Je savais que ce papier ne lui ferait pas demander pardon. Il couperait seulement un outil. Je l'ai imprimé. Je l'ai mis dans une pochette. Le lendemain, je suis arrivé à l'heure convenue chez la médiatrice. Laura est venue avec son regard organisé. Je lui ai tendu la pochette. Elle a lu.
Elle a blêmi. Elle a murmuré bien, puis je m'en doutais aussi. Ce mot aussi m'a donné envie de rire. La médiatrice a pris la parole, on va désormais travailler à réparer ce qui a été dit à l'enfant. Laura a lâché un oui mécanique. Je ne sais pas si c'est ce papier qui a déclenché le reste ou si c'était déjà en route. En tout cas, 2 jours après, j'ai reçu un message de Julien, je te laisse ma paix. Il a ajouté, je ne vois plus Laura. C'était sec, pas héroïque. J'ai appris par Marie via une chaîne d'oreilles qui ne m'intéresse pas mais qui existe qu'il voyait Clara, la collègue de Laura. Une autre orbitait déjà. Mon indignation est tombée comme une veste trop lourde. Je n'avais plus d'énergie à donner à sa trajectoire. La famille, elle, n'a pas recollé tout de suite. Mon père m'a serré dans ses bras plus longtemps qu'à son habitude. Ma belle-mère a cessé de m'envoyer des messages de courage pour proposer de garder Emma le mercredi. À la maison, Laura a commencé à parler d'appartements séparés, de calendrier, de vacances alternées. Elle voulait lui poser un cadre élégant. Je lui ai répondu que l'élégance n'aurait pas été d'utiliser peut-être sur la bouche d'une enfant. Elle a dit je sais. Je la crois à moitié. Ça me suffit pour fonctionner. La véritable explosion n'était pas l'ADN. C'était la table qui se rappelait les phrases. Un dimanche, mon père a voulu refaire un repas normal. On s'est assis, moins nombreux, plus raide. Emma a mangé en silence. Au moment du dessert, elle a levé la tête. Elle a regardé sa mère. Elle a regardé moi. Elle a dit, j'ai eu peur que si c'était pas toi, tu partes. J'ai dit que non. Elle a hoché la tête. Puis elle a ajouté, très distinctement, maman a dit que t'étais peut-être pas mon papa parce que Julien l'aime mieux. La phrase a traversé la pièce comme un verre qui tombe au ralenti. Laura a posé sa fourchette, très lentement. Elle a inspiré. Elle a dit pardon à Emma. Elle a dit pardon à mon père. Elle a dit pardon à moi, les yeux ouverts. Pas un petit pardon pour la forme. Un vrai, un qui coupe la peau un peu parce qu'il cherche la profondeur. J'ai hoché la tête. Emma a eu les larmes aux yeux. Elle a soufflé, moi, je veux plus qu'on dise des mots comme ça à table. Elle venait de gérer mieux que nous tous. Il restait pourtant des morceaux tordus partout. À l'école, une maman m'a glissé, j'ai entendu, j'espère que ça va. Les rumeurs se faufilent comme des chats maigres. J'ai serré les dents. J'ai demandé à l'institutrice de surveiller les phrases qui passent dans la cour. Elle a promis. Elle a surtout regardé Emma avec une douceur qui m'a fait du bien. Un dernier rebondissement est venu d'un endroit où je ne l'attendais pas, Sophie, la sœur de Laura. Elle est passée à la maison un mardi soir, l'air coupable. Elle a avoué qu'elle avait encouragé Laura à opposer le doute, parce qu'elle avait lu un article sur l'aliénation douce dans les séparations et qu'elle pensait que faciliter la transition, c'est mieux pour l'enfant. Elle m'a dit ça comme on dit, j'ai ajouté du sel pour rehausser le goût. Je lui ai demandé de sortir. Elle a demandé si elle pouvait voir Emma. J'ai dit pas ce soir. Elle a compris. Je n'ai pas slamé la porte. Je l'ai refermée comme on range un objet dangereux. L'option juridique, je l'ai frôlée. Un ami m'a conseillé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou d'attaquer pour manipulation parentale. J'ai rencontré un avocat. Il a parlé des intérêts supérieurs de l'enfant. Il n'a pas menti, il y a des mots et des cadres. J'ai respiré. J'ai choisi un autre chemin, au moins pour commencer, un écrit simple déposé chez la médiatrice où Laura reconnaît par écrit que j'ai toujours été le père d'Emma, que toute incertitude a été levée, et qu'elle s'engage à cesser toute phrase ambiguë. Ce papier valait pour moi plus qu'une audience. Il me donnait une base pour dire non la prochaine fois. La vraie conséquence, c'est la géographie. Laura a emménagé ailleurs, à 10 minutes à pied. On a fixé un rythme clair. Emma a un sac qui ne ressemble pas à une valise, pour ne pas vivre en transit. J'ai collé sur mon frigo 3 règles, pas de phrase d'adulte dans la bouche d'un enfant, pas de confidence sur la vie de l'autre parent, quand le cœur veut se venger, on fait un gâteau raté et on rit. Emma les a copiés dans son carnet. Elle les a décorés avec des stickers. Il y a eu encore des chutes. Une nuit, Emma s'est réveillée en pleurant, m'a dit qu'elle avait rêvé que Julien la portait sur ses épaules et qu'elle tombait. Le matin, elle m'a demandé si elle pouvait encore lui dire bonjour s'ils se croisaient. J'ai dit qu'elle n'avait pas apporté nos guerres, qu'elle pouvait dire bonjour à tout le monde si son ventre ne fait pas mal. Elle a répondu ok et d'une voix prudente. Je me suis promis que ma dignité ne serait pas une arme contre la douceur de ma fille.
Les mois ont passé. Le bruit a baissé. Julien a changé de bar. Laura a fermé ses réseaux. Les peut-être se sont fait rares. Parfois, un voisin relance un « alors, ça va mieux ?» avec une curiosité qui pue. Je dis oui comme on coupe un robinet. Un après-midi, en rangeant des livres, je suis tombé sur la lettre de ma mère. Je l'ai lue à Emma, version enfant. Mamie dit que quand on doute, il faut regarder qui fait la soupe quand on est malade. Emma a ri. Elle a dit « toi, tu mets trop de vermicelle, mais j'aime bien. » On a fait une soupe. On a rajouté trop de vermicelle. C'était immangeable et parfait. Je n'ai pas récupéré mon ami. Je n'ai pas récupéré mon mariage. J'ai récupéré autre chose, ma place de père qui ne dépend pas des phrases qui circulent sous la table. Le jour où Emma a crié « Papa ne m'aime plus », j'ai cru mourir d'humiliation et de colère. Ce jour-là, une partie de moi est morte, oui, celle qui veut plaire aux adultes quand ils tordent les mots. Ce qui a survécu tient dans des gestes minuscules, des cahiers signés, des poésies récitées, un parapluie partagé, des excuses entendues mais pas avalées tout de suite, un mail imprimé dans une pochette, une lettre écrite 10 ans avant ma paternité. On me demande parfois si je pardonne à Laura. Je n'ai pas de phrase héroïque. Il y a des jours où je pourrais, d'autres où j'ai envie de lui renvoyer le kit par la fenêtre. La plupart du temps, je choisis de ne pas nourrir ce qui m'a mordu. On se parle pour Emma. Parfois, on se sourit. On ne se raconte plus de contes. C'est impoli envers les dents qui ont déjà mordu. À la fin, il reste une table. Pas celle de mon père avec les bougies. Une table à 4 pieds, chez moi, avec des taches de feutre. Emma y fait ses devoirs. Parfois, elle lève la tête et me dit « Papa », pour rien, juste pour vérifier. Je réponds « Oh oui ». Parfois, je la devance. Je dis « Je suis là ». Ce n'est pas un slogan. C'est un état. Et, les soirs où je doute encore, j'ouvre un cahier, j'écris la date, je note un fait, pas une interprétation. On a fait une soupe trop salée. Elle a oublié son cahier chez sa mère. Elle a ri. Les faits tiennent mieux que les peut-être. Il me rappelle qu'une explosion à table ne décide pas de la suite. Ce sont nos mains, le lendemain, qui la construisent, lentement, sans musique, avec des vis qu'on serre bien et des mots qu'on nettoie avant de les donner à un enfant. Et, la plupart des jours, ça suffit pour tenir jusqu'au matin. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.